Il y a des affaires criminelles qui perturbent, d'autres qui choquent. Et puis il y a des cas qui changent durablement la façon dont une société regarde ses propres failles. L'histoire de Jeffrey Dahmer est de cette dernière catégorie. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui a tué, c'est l'histoire d'un homme que le monde a laissé tuer pendant 13 ans. 13 ans pendant lesquels il a traversé des contrôles policiers, des procès, des condamnations, et en est sorti à chaque fois sans que personne ne comprenne ce qui se cachait derrière ses yeux clairs et son sourire poli. 17 hommes, 17 vies. Et une question qui ne trouvera peut-être jamais de réponse définitive. Comment un être humain peut-il en arriver là? C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Milwaukee, Wisconsin, 22 juillet 1991. Il est presque minuit. 2 policiers en patrouille sont interpellés par un homme qui court dans la rue, à moitié habillé, une menotte pendante à l'un de ses poignets. L'homme s'appelle Tracy Edwards. Il a 32 ans et il vient d'échapper à quelque chose qu'il ne parvient pas encore à formuler clairement. Il dit aux policiers qu'il y a un appartement, pas loin, un homme là-bas, des choses qu'il a vues, des odeurs qu'il n'oubliera jamais. Les agents l'accompagnent jusqu'à un immeuble de la North 25e rue, appartement 213. Un homme leur ouvre, calme, poli, presque indifférent. Il s'appelle Jeffrey Dahmer. Il a 31 ans. Il travaille dans une chocolaterie. Ce que la police découvre dans les minutes qui suivent va déclencher l'une des enquêtes les plus bouleversantes de l'histoire criminelle américaine. Dans le réfrigérateur, des parties de corps humains. Dans le congélateur, des têtes. Sur les murs et dans des boîtes, des photographies. 83 clichés Polaroid représentant des victimes à différents stades de démembrement. Un baril de 57 gallons contenant des restes en décomposition, des crânes, des ossements, des bocaux. L'un des policiers racontera plus tard qu'il a cru entendre un cri dans l'appartement. Puis il a réalisé que le cri venait de lui-même. Ce soir-là, Jeffrey Dahmer a été arrêté et le monde a commencé à découvrir qui il était vraiment. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cet appartement, il faut remonter bien en arrière, jusqu'à une maison dans l'Ohio, au milieu des années 60. Jeffrey Lionel Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Fils aîné de Joyce et Lionel Dahmer. Selon son père, les premières années de Jeffrey ressemblaient à une enfance normale, un petit garçon curieux, affectueux, qui aimait explorer son environnement. Lionel était chercheur en chimie. Le couple finit par s'installer dans une maison avec presque 2 hectares de terrain boisé à Bath, dans l'Ohio. C'est là que Jeffrey grandit. C'est là que quelque chose, progressivement, a changé. Vers l'âge de 10 ans, la mère de Jeffrey est hospitalisée pour des problèmes d'anxiété sévères. Le mariage des parents se détériore visiblement. Il y a des disputes, des absences, une atmosphère de maison qui se défait. Jeffrey, lui, se referme. Il devient plus timide, plus solitaire, plus difficile à atteindre. Ce que personne ne voit à l'époque, c'est ce qu'il fait dans le bois derrière la maison. Les voisins et camarades d'école se souviendront plus tard que Jeffrey avait un intérêt particulier pour les animaux morts. Ce n'était pas la curiosité ordinaire d'un enfant qui trouve un oiseau tombé d'un nid. C'était quelque chose de plus méthodique. Il collectait des insectes, les conservait dans des bocaux avec des produits chimiques. Il disséquait des poissons. Il ramassait des animaux écrasés sur la route pour les examiner. Selon son père, il lui avait montré comment nettoyer des ossements en utilisant des produits ménagers. Lionel voyait cela comme une curiosité intellectuelle liée à son propre intérêt pour la chimie. Il ne pouvait pas savoir ce que cette fascination allait devenir. À l'adolescence, Jeffrey commence à boire, très jeune. Ses camarades se souviennent qu'il apportait de l'alcool à l'école, caché dans un gobelet dès le matin. Il est décrit comme quelqu'un d'intelligent, mais d'excentrique, socialement en décalage avec ses pairs. Certains le trouvaient étrange, d'autres le trouvaient drôle, d'une façon particulière. Il faisait des performances bizarres dans les couloirs que ses camarades avaient baptisés d'un surnom. Ce que personne ne savait, c'est que pendant ces mêmes années, Jeffrey Dahmer développait des fantasmes qui l'effrayaient lui-même. Selon ses propres déclarations faites bien plus tard, il a compris vers 14 ou 15 ans qu'il était attiré par les hommes. Mais cette attirance, il ne pouvait pas l'exprimer, ni la comprendre. Elle s'est progressivement mélangée à des pensées de contrôle, d'immobilisation, de possession totale de l'autre. Il a confié avoir planifié à 16 ans d'attaquer un jogger qu'il croisait régulièrement pour le laisser inconscient et rester à ses côtés. Le jour où il a attendu,
L'homme n'est pas passé. Le plan n'a jamais été mis à exécution. Mais la pensée, elle, ne l'a plus jamais quitté. En 1978, tout s'effondre en même temps. Jeffrey vient d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Ses parents finalisent leur divorce. La mère quitte la maison avec le frère cadet, David. Le père est parti vivre à l'hôtel pendant la procédure. Jeffrey, 18 ans, se retrouve seul dans la grande maison de Bath. Quelques semaines plus tard, le 18 juin 1978, il prend en stop un jeune homme du même âge, Stephen Hicks, 19 ans. Ils rentrent ensemble à la maison. Ils boivent. Selon la version que Dahmer donnera des années plus tard, tout se passe bien, jusqu'au moment où Stephen veut partir. Et Jeffrey ne supporte pas l'idée de se retrouver seul. Il l'attaque avec un halter. Il l'étrangle. C'est le premier meurtre. Jeffrey a 18 ans. Il démembre le corps. Il dissout une partie des restes dans de l'acide, détruit les os à coups de marteau et disperse les fragments dans le terrain boisé derrière la maison. Un soir, en rentrant, il est arrêté par la police pour conduite irrégulière. Il dit aux policiers qu'il est bouleversé par le divorce de ses parents et qu'il allait à la décharge. Il le laisse repartir. Après ce premier meurtre, Jeffrey Dahmer n'a plus tué pendant 9 ans. Ces 9 années sont une succession d'échecs et de tentatives pour le ramener à une vie normale. Son père, Lionel, essaie de l'aider. Il le pousse vers Alcooliques Anonymes, vers un suivi psychologique, vers des études. Jeffrey entre à l'université de l'Ohio, mais il passe ses journées à boire et vend son plasma sanguin pour acheter de la bière. Il abandonne rapidement. Lionel lui suggère alors l'armée. Jeffrey s'engage. Il reçoit une formation de médecin de campagne au Texas. Pendant un temps, cela semble fonctionner. Il est plus discipliné, plus sociable. Puis, il est envoyé en Allemagne et l'alcool reprend le dessus. Ses supérieurs le font dispenser avant la fin de son service. Il atterrit à Miami Beach, travaille dans une cafétéria, dort dans un motel puis sur la plage. Appelle finalement sa famille pour qu'on vienne le chercher. Lionel l'envoie vivre chez sa grand-mère, à Doylestown, près de Milwaukee. Pendant environ 3 ans, Jeffrey semble trouver un équilibre précaire. Il va à l'église avec elle. Il travaille dans une banque du sang, puis dans une usine de chocolat. Il arrête de boire pendant un temps. Mais en lui, quelque chose n'a pas changé. C'est à Milwaukee, au milieu des années 80, que Dahmer commence à fréquenter les bars et les établissements de la scène homosexuelle. Il y cherche ce qu'il a toujours cherché, une compagnie totalement passive, sans demande, sans la possibilité de partir. Avant d'en arriver au meurtre, il développe une pratique. Il drogue les hommes avec des somnifères mélangés à leur verre, puis attend qu'ils perdent connaissance pour rester auprès d'eux. Un soir, un homme est hospitalisé à la suite d'une overdose. Dahmer est banni de l'établissement. Il adapte sa méthode. Il aborde des hommes dans les bars. Il leur propose de l'argent pour venir prendre une verre chez lui ou poser pour des photos. Et le schéma qui va se répéter 17 fois prend forme. Novembre 1987. Dahmer rencontre Stephen Tuomi, 25 ans, dans un club de Milwaukee. Il mélange des substances à sa boisson. Le lendemain matin, il se réveille et Tuomi est mort. Dahmer dira plus tard ne pas se souvenir précisément de ce qui s'est passé. Ce meurtre est différent du premier. Il se produit non pas dans un moment de panique ou de peur d'être abandonné, mais après 9 ans pendant lesquels quelque chose a continué de grossir dans l'obscurité de son esprit. Et selon ses propres mots rapportés dans la confession qu'il donnera après son arrestation, c'est à partir de ce moment qu'il a décidé de ne plus essayer de résister. Il achète une valise, transporte le corps jusqu'à chez sa grand-mère, le démembre dans le sous-sol. Elle remarquera des odeurs. Elle lui demandera de partir. Entre novembre 1987 et juillet 1989, Dahmer tue encore 4 hommes. Il attire ses victimes avec des promesses d'argent ou de séances photos. Il mélange des sédatifs, notamment des benzodiazépines, dans leurs boissons. Quand elles perdent connaissance, il les agresse sexuellement. Quand elles se réveillent, il les étrangle. Il démembre les corps, dissout certaines parties dans l'acide, conserve d'autres. En septembre 1988, il emménage dans son propre appartement à Milwaukee. Le lendemain même de son emménagement, il amène un garçon de 13 ans chez lui, le drogue, et commet une agression sexuelle. Le garçon parvient à s'échapper et alerte la police. Dahmer est condamné pour agression sexuelle sur mineur. Il écope d'une peine aménagée. Il dort en centre de détention la nuit et travaille de jour. Cette période dure 10 mois. Dans les 10 jours précédant le début de sa peine, il commet un autre meurtre. La victime s'appelle Anthony Sears, 26 ans.
Dahmer conserve sa tête et certaines parties de son corps dans un casier de son usine. Le père de Jeffrey, Lionel, envoie une lettre au juge. Il demande que son fils soit suivi pour son alcoolisme. Il dit avoir de sérieuses inquiétudes pour ce qui se passera quand Jeffrey sera libéré. Cette demande n'est pas retenue. En mars 1990, Jeffrey Dahmer sort de prison. Il s'installe dans un appartement au numéro d'immeuble qui va devenir tristement célèbre dans toute l'Amérique, les Oxford Apartments, dans un quartier défavorisé de Milwaukee. Ce qui suit est la période la plus intense et la plus sombre de son parcours criminel. En à peine plus d'1 an, il tue 13 hommes supplémentaires. La grande majorité d'entre eux sont des jeunes hommes noirs, latinos ou asiatiques, souvent peu intégrés dans des réseaux familiaux stables, des hommes que, selon l'enquête, il choisissait précisément parce qu'ils risquaient de ne pas être recherchés immédiatement. Dans l'appartement, des corps s'accumulent. Il achète un baril de 57 gallons et le remplit d'acide pour dissoudre les restes. Les voisins du bâtiment se plaignent d'odeurs insupportables. Il leur dit que son réfrigérateur est en panne, qu'il a de la viande avariée. Ils finissent par ne plus poser de questions. Il photographie ses victimes à chaque étape. Il conserve des crânes, des mains, des organes. Il fait bouillir certaines parties pour nettoyer les os et les exposer. Et lors de ses derniers meurtres, il va encore plus loin. Il perfore le crâne de certaines de ses victimes encore en vie et y injecte de l'acide ou de l'eau chaude. Il dira plus tard avoir voulu créer des compagnons totalement soumis, incapables de partir. Toutes les victimes soumises à ces expériences sont mortes. Le 26 mai 1991, Jeffrey Dahmer commet une erreur. Il attire chez lui Konerak Sintasomphone, un garçon de 14 ans. Il le drogue. Il commence l'un de ses procédés, puis il sort pour acheter à boire. Pendant son absence, Konerak se réveille. Désorienté, nu, il sort dans la rue. Des femmes du quartier le trouvent et appellent à la police. Quand les agents arrivent, Dahmer est de retour. Il est calme. Il leur explique que c'est son compagnon, qu'il a 19 ans, qu'ils ont simplement eu une dispute de couple après avoir trop bu. Il montre des photos pour appuyer son histoire. Les policiers raccompagnent le garçon à l'appartement. Ils ne font pas de vérification approfondie. Ils ne remettent pas en cause la version de Dahmer. Ils repartent. Konerak Sintasomphone a été tué quelques minutes après leur départ. Cet épisode deviendra l'un des symboles les plus douloureux de l'affaire. Plusieurs commentateurs et proches des victimes ont évoqué le rôle joué par les préjugés, raciaux, liés à l'âge, liés à l'orientation sexuelle présumée des personnes impliquées, dans cette défaillance policière majeure. Entre le début de juillet et le 22 juillet 1991, Dahmer tue encore 4 hommes en 16 jours. Il en est à 17 victimes en 13 ans. Le soir du 22 juillet, il aborde Tracy Edwards dans un bar. Il lui propose de l'argent pour venir poser pour des photos. Edwards accepte. Dans l'appartement, Dahmer tente de lui passer des menottes. Edwards résiste. Il lui porte un coup et profite d'un moment d'inattention pour fuir. Il court dans la rue en ne portant qu'un sous-vêtement, une menotte pendant à son poignet, et arrête une voiture de police. Quand les agents entrent dans l'appartement 213, Jeffrey Dahmer ne résiste pas. Il est mis en état d'arrestation. Au cours des semaines suivantes, Jeffrey Dahmer donne une confession de 159 pages. Il détaille les 17 meurtres. Il mentionne des noms, des dates, des méthodes. Il dit parfois ne plus se souvenir du nom d'une victime, puis rappelle les enquêteurs quand il dit en avoir retrouvé le souvenir. Les enquêteurs retournent à Bath, dans l'Ohio, pour retrouver des restes de Stephen Hicks, la toute première victime. Ils les trouvent. Les familles des victimes commencent à recevoir des appels. 17 appels pour 17 hommes qui ne rentreront jamais. Le 30 janvier 1992, le procès de Jeffrey Dahmer s'ouvre à Milwaukee. Sa défense ne conteste pas les faits. Elle plaide l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Selon les avocats, les impulsions de Dahmer étaient si puissantes, si compulsives, qu'il n'avait pas la capacité réelle de distinguer le bien du mal au moment des crimes. L'accusation, menée par le procureur Mike McCann, répond point par point. Dahmer planifiait ses actes. Il achetait les produits nécessaires. Il mentait à la police pour éviter d'être découvert. Il dissimulait méthodiquement les preuves. Il continuait à travailler, à maintenir une façade de normalité. Tout cela démontre, selon l'accusation, une connaissance parfaite de ce qu'il faisait et de ce que la loi considère comme interdit. Des experts psychiatres témoignent des deux côtés. Le tribunal entend parler de nécrophilie, de paraphilie, de troubles obsessionnels. Un psychiatre de la partie civile explique que des comportements déviants, aussi graves soient-ils, ne constituent pas automatiquement une irresponsabilité pénale au sens de la loi.
Ce qui compte, c'est la capacité à distinguer le bien du mal, et les actes de Dahmer montrent qu'il le savait parfaitement. Dans la salle d'audience, Dahmer est décrit comme calme, concentré, presque détaché. Avant le verdict, il prend la parole. Il dit qu'il ne haïssait pas ses victimes. Il dit qu'il savait qu'il était malade ou mauvais, peut-être les deux. Il demande pardon aux familles. Il dit qu'il aurait voulu pouvoir rendre la vie à chacun d'entre eux. Le 15 février 1992, le jury le déclare légalement responsable. Le 17 février, il est condamné à 15 peines de prison à vie. Le Wisconsin n'ayant pas la peine de mort, la durée totale de sa peine s'élève à 936 ans de réclusion. Jeffrey Dahmer est envoyé au Columbia Correctional Institute de Portage, dans le Wisconsin. Dans les mois qui suivent, il dit ressentir un soulagement. Il confie à ceux qui l'approchent qu'il éprouve encore des pulsions, mais que l'enfermement l'empêche de les mettre à exécution. Il commence à lire des textes religieux. Il engage des conversations sur la culpabilité, le pardon, le sens de ce qu'il a fait. En avril 1994, il rencontre un ministre évangélique, Roy Radcliffe. Quelques semaines plus tard, il est baptisé dans une baignoire de la prison. Teresa Smith, sœur de l'une de ses victimes, choisit de lui rendre visite. Elle voulait comprendre. Elle dira plus tard qu'il lui a présenté ses excuses et lui a expliqué pourquoi il avait choisi son frère. Ce que cette conversation lui a apporté, elle seule le sait. Le 28 novembre 1994, Jeffrey Dahmer est en train de nettoyer une salle de bain de la prison avec 2 autres détenus. L'un d'eux, Christopher Scarver, le frappe à plusieurs reprises avec une barre de métal. Dahmer meurt peu après son arrivée à l'hôpital. Il avait 34 ans. Avant sa mort, il avait demandé à être incinéré. Il ne voulait pas de tombe, pas de pierre tombale, pas de cérémonie. Ses cendres furent partagées entre sa mère et son père. Les Oxford Apartments ont été démolis en novembre 1992. L'immeuble n'existe plus. L'appartement 213 n'existe plus. Mais les familles de 17 hommes vivent encore avec ce qui leur a été pris. Des noms qui méritent d'être prononcés autrement que dans le contexte du nom de leur meurtrier. Ce qui reste aussi, c'est une série de questions que cette affaire a posées à la société américaine et que des pays entiers ont dû affronter à leur propre échelle. Comment un homme peut-il traverser autant de contrôles institutionnels, la police, les tribunaux, le système pénitentiaire, sans que personne ne perçoive ce qu'il est réellement? Est-ce l'habileté d'un homme particulièrement dissimulateur ou le reflet de systèmes qui ne regardent pas là où il faudrait et pas toujours de la même façon pour tout le monde? Est-ce qu'il existe des signaux que l'on pourrait apprendre à reconnaître ou est-ce que ce type de dissimulation est, par définition, presque impossible à détecter de l'extérieur? Jeffrey Dahmer a dit lui-même à plusieurs reprises qu'il savait ce qu'il faisait était mal, qu'il avait essayé de résister, qu'à un moment, il avait renoncé à essayer. Ces déclarations sont-elles sincères? Sont-elles une forme de récit construit pour le procès, pour la postérité? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Ce que l'on sait, c'est que 13 ans se sont écoulés entre le premier meurtre et l'arrestation. 13 ans pendant lesquels 17 hommes ont croisé son chemin et ne sont jamais rentrés chez eux. Si vous avez trouvé cette histoire importante à connaître, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous revenons sur des affaires criminelles réelles, avec la même rigueur et le même respect pour celles et ceux qui ont été touchés. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette affaire? La défaillance institutionnelle, la personnalité de Dahmer ou autre chose? Vos réflexions nous intéressent vraiment.